Les menaces du président zimbabwéen envers ses opposants politiques, Emmerson Mnangagwa a promis en finir avec ses détracteurs qu'il qualifie de pommes pourries. C'était dans une adresse officielle. En RDC, un homme a été tué lors d'une manifestation des partisans du président Félix Tshisekedi. Il protestait contre le décès de l'un des leurs la veille. La police est intervenue. Et puis, en Algérie, le parquet a requis 4 années de prison contre le journaliste Khaled Drareni. Il comparaissait pour incitation à une manifestation non autorisée. Le verdict est attendu pour le 10 août. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le président zimbabwéen menace ses opposants. Dans un discours musclé adressé à la nation ce mardi, Emmerson Mnangagwa promet de débusquer ses opposants qu'il qualifie de pommes pourries. Les manifestations sont réprimées dans le pays. Reportage. Le ton est ferme et la menace directe. Dans un discours télévisé ce mardi, le président zimbabwéen a promis en finir avec ses opposants politiques. Les pommes pourries qui ont tenté de diviser notre peuple et affaiblir notre système seront éliminées, a assuré Emmerson Mnangagwa. Nous surmonterons les tentatives de quelques voyous agissant avec des détracteurs étrangers de déstabiliser notre société, a-t-il poursuivi. Vendredi, les autorités ont interdit des manifestations pour protester contre la corruption et la crise économique dans le pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont l'écrivaine zimbabwéenne Tsitsi. L'association zimbabwéenne des avocats pour les droits de l'homme a déclaré mardi représenter une vingtaine de personnes arrêtées depuis la semaine dernière. Amnesty International a condamné une chasse aux sorcières et la répression menée contre des opposants pacifiques. Successeur de Robert Mugabe à la tête du pays après un coup d'État en novembre 2017, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa avait promis de relancer une économie moribonde. Mais certains estiment que la situation est pire encore que sous l'ère Mugabe. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a décidé de rayer le nom de Laurent Gbagbo des nouvelles listes électorales. Une décision que certains de ses partisans en protestent. Voyons tout cela dans ce téléban. Actuellement à Bruxelles, Laurent Gbagbo, qui cherche à revenir à Abidjan, s'est aperçu que son nom n'était plus sur les nouvelles listes électorales. Et pour cause, la commission électorale indépendante CEI a décidé de le rayer des nouvelles listes électorales. Une décision qui pourrait empêcher les chefs de l'État de voter à la présidentielle d'octobre prochain. Face à cette situation, 3 membres d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS sont venus remettre une lettre au président de la CEI. C'est un groupe citoyen soutenant l'ex-président Gbagbo et son retour au pays. Dans leur lettre, ils demandent en fait des explications à la CEI et notamment sur les raisons qui ont conduit au retrait de Laurent Gbagbo des listes électorales. Et pour se justifier, la commission explique que comme Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison dans son pays, l'affaire dite du braquage de la BCEAO, il perd le droit de vote. Il n'empêche que le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibière, qui a reçu personnellement la délégation, leur a dit que rien n'était perdu et que le parti devait déposer un recours à la branche locale de la CEI où Laurent Gbagbo doit être rattaché. Il leur a conseillé de saisir, de demander des explications, de présenter des justificatifs. Et la délégation des pro-Gbagbo a dit qu'elle le ferait. Le contentieux s'ouvrira du 5 au 7 août prochain. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a nommé ce lundi un nouveau gouvernement. Sans grand changement, cette nomination intervient à 3 mois de la présidentielle prévue pour le 31 octobre prochain. Quelques jours après le choix d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre pour remplacer Amadou Gon Coulibaly, décédé début juillet, le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé ce lundi un nouveau gouvernement. La nomination de ce nouveau gouvernement intervient à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain, à laquelle Amadou Gon Coulibaly, un proche de Ouattara, était le candidat désigné du parti au pouvoir. Dans ce nouveau gouvernement, l'essentiel des ministres de la précédente équipe conservent leurs attributions, à l'instar de Bakayoko qui, tout en prenant la tête du gouvernement,
garde le portefeuille de la Défense qu'il occupe depuis 2017. Seul changement, 2 ministres délégués auprès du Premier ministre, dont le précédent gouvernement, sont promus ministres de plein exercice avec les mêmes portefeuilles. Moussa Sanogo devient donc ministre du Budget chargé du portefeuille de l'État et Emmanuel Essis, ministre de la Promotion de l'investissement privé. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi, est quant à lui promu au titre de ministre d'État. Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara, qui avait renoncé à briguer un 3e mandat, est désormais pressé par son parti de se présenter. Mais il a différé ces derniers jours sa décision. Un homme a été tué et des édifices publics saccagés ce lundi lors d'une manifestation des partisans du président Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. Les raisons de ce mouvement d'humeur à suivre dans cet élément. Un mort et des édifices publics saccagés ce lundi, c'est le bilan d'une manifestation des partisans du président Félix Tshisekedi. Les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, ont manifesté à Kassoum Balessa pour protester contre la mort d'un des leurs tué dans la nuit de dimanche à lundi par des inconnus, selon des témoins interrogés par l'agence France Presse. Un passant a été atteint d'une balle et a succombé ensuite à ses blessures à l'hôpital, selon André Kapampa Kamwania, maire de cette ville frontalière avec la Zambie. Les militants de l'UDPS ont saccagé 2 commissariats de police, un tribunal ainsi que des biens de particuliers, selon Kapampa. La personne tuée est président du Parlement debout du Kassoum Balessa, une structure informelle de l'UDPS, a déclaré Bruno Tchibangu, président du parti dans le Haut-Katanga, ajoutant que si on tue, la réaction est spontanée. À Kassoum Balessa, comme dans d'autres villes du Haut-Katanga, des cas de criminalité sont régulièrement rapportés. Depuis le 9 juillet, 7 militants de l'UDPS y ont été tués, a affirmé Tchibangu, accusant les autorités provinciales de lacisme dans leur mission de sécurité des personnes et leurs biens. Kassoum Balessa est une ville frontalière avec la Zambie, dans le bassin minier du sud-est du pays, et le point de passage des camions qui exportent les minerais congolais, le cuivre et le colbalt vers les ports de Tanzanie et d'Afrique du Sud. L'instabilité politique et les problèmes socio-économiques en Tunisie, ainsi que la répartition inéquitable de la richesse dans le monde poussent chaque année des centaines de jeunes à prendre la mer pour émigrer au péril de leur vie. C'est ce que déplore le président du pays, Kais Saied. Images et son. Kais Saied a effectué ce dimanche une visite de travail consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine dans 2 postes de la garde maritime Asfas et Amadi, les 2 principaux points de départ des embarcations clandestines vers l'Italie. Il pointe la répartition des richesses comme cause fondamentale du phénomène migratoire. Les raisons multiples de ce phénomène migratoire sont directement liées à la répartition des richesses et des ressources dans le monde par rapport à la répartition mondiale du travail. Mais la question est essentiellement tuniso-tunisienne, a-t-il ajouté, puisque les autorités n'ont pas réussi à résoudre les problèmes économiques et de développement des Tunisiens. J'ai rencontré un groupe de personnes qui ont tenté de franchir les frontières italiennes clandestinement, mais qui n'ont pas réussi à le faire depuis Sfax. Il y a des personnes qui les encouragent à le faire. Pourquoi ? Pour donner l'illusion que les opérations électorales, et notamment l'élection présidentielle, n'ont pas permis de réaliser les objectifs du peuple tunisien. Aujourd'hui, la migration clandestine est organisée pour des raisons politiques par certains, et c'est ce premier cercle, les réseaux de passeurs et des acteurs politiques qui tirent les ficelles, c'est eux qui ont l'entière responsabilité de cette migration. Signe de l'instabilité politique, la classe politique tunisienne est encore à ce jour en train de mener des négociations sans fin en vue de former un gouvernement, a-t-il critiqué. Depuis la révolution de 2011, 8 gouvernements se sont succédés. Le 9e, présidé par l'ancien ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi, est en cours de formation et doit être approuvé par le Parlement début septembre. La Tunisie est également touchée par un chômage endémique.
En Algérie, le parquet a requis 4 années d'emprisonnement ferme contre le journaliste Khaled Drareni. Il comparaissait pour incitation à une manifestation non autorisée. Le procureur du tribunal de Sidi Mohamed a requis 4 ans ferme et une lourde amende à l'encontre des 3 accusés, ainsi que la privation de leurs droits civiques, a-t-on appris de sources judiciaires. Consternant et choquant, 4 ans de prison ferme requis par le procureur de la République contre notre correspondant en Algérie, a protesté Reporters sans frontières dans un tweet. Khaled Drareni n'a fait qu'exercer son droit à l'information. Reporters sans frontières appelle à son acquittement immédiat. Le verdict a été renvoyé au lundi 10 août selon les avocats et des journalistes sur place. Âgé de 40 ans, Drareni dirige le site d'information en ligne Kazab Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert le 7 mars à Alger, la capitale, une manifestation du Irak, le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie. Le journaliste est jugé par visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Koléa, près d'Alger, où il a été placé en détention préventive depuis le 29 mars. Au cours de l'audience, il a rejeté les accusations, assurant n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant. Khaled Drareni est jugé en compagnie de 2 figures du Irak qui, eux, étaient présents dans la salle du tribunal. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 pays du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par Reporters sans frontières. En Somalie, au moins 2 personnes ont été tuées et 1 blessée quand un kamikaze s'est fait exploser devant un restaurant fréquenté par des responsables sécuritaires et gouvernementaux travaillant donc aux alentours. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. 2 agents de sécurité ont été tués après avoir empêché un kamikaze d'entrer dans un restaurant très fréquenté de la capitale Mogadiscio. L'explosion a eu lieu à l'entrée du restaurant où un garde de sécurité a arrêté le kamikaze avant qu'il ne se fasse exploser. Plusieurs clients ont été blessés lors de l'explosion dans le quartier de Hamar Djadjab de la ville. Un garde de sécurité du restaurant a empêché le kamikaze d'entrer dans l'établissement. Le kamikaze s'est soudainement fait exploser à l'extérieur du restaurant, comme vous pouvez le voir. 3 personnes, dont le kamikaze, sont mortes dans l'attentat et 2 autres personnes ont également été blessées dans l'explosion. Proche du port de Mogadiscio, le restaurant Loul Yéméni est populaire et fréquenté par les responsables sécuritaires et gouvernementaux travaillant aux alentours qui sont régulièrement la cible d'attentats menés par les islamistes radicaux Chebab. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les Chebab affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.